un livre qui s'appelle « Le grand déclassement, la politique étrangère de la France depuis 2017 ». Que veut dire exactement ce titre ? La politique étrangère de la France depuis 2017, ça veut dire évidemment la politique étrangère de la France telle qu'elle a été conduite par Emmanuel Macron, président de la République, élu précisément en 2017. C'est une vue globale de tout ce qu'il a fait, enfin une partie de ce qu'il a fait le plus important pendant cette période de 7 ans. Et le grand déclassement, ça veut dire que la position de la France dans le monde, qui est le but de la diplomatie, c'est dégradé. C'est dégradé de manière très notable. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, c'est un petit peu ce que j'analyse tout au long des différents chapitres de ce livre. Vous dressez un tableau impitoyable de la politique étrangère du président Macron. Ne poussez-vous pas le trait un peu loin ? Oh, je ne crois pas. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus impitoyables. Il y a même des choses que je sais mais que je n'ai pas voulu dire pour ne pas trop accentuer le caractère polémique. J'ai voulu rester à l'analyse, à la description, mais il faut dire que la manière dont Macron a mené cette politique étrangère est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent aujourd'hui comment la France a-t-elle pu se doter d'un chef d'État qui a mené notre pays en dépit du bon sens, et souvent il a donné l'impression de jouer de manière systématiquement contre les intérêts de la France ou contre le prestige de la France. Et puis il y a des sujets plus scabreux dans sa politique internationale que j'ai évoqué de manière très discrète. En gros, je ne crois pas être au-dessous de la réalité, et je pense que vous me dites que j'ai poussé le bouchon un peu loin, j'aurais pu le pousser encore plus loin. Mais enfin, il faut aussi, pour qu'un livre soit intéressant, qu'il y ait de la polémique, quoi. Votre livre nous amène à faire un tour du monde. Alors, vous inquiétez pas, il y a 2 chats qui sont en train de se disputer là, sous la caméra. Votre livre nous amène à faire je peux peut-être feuilleter. Votre livre nous amène à faire un tour du monde, de l'Europe à l'océan Pacifique, en passant par l'Europe tout d'abord dans la première partie, ensuite en s'intéressant à l'Extrême-Orient, la Chine, l'Océanie, l'Indonésie et les États-Unis. Et enfin, en dernière partie, vous analysez les grands conflits actuels avec la Russie, l'Ukraine et surtout le Proche-Orient. Dans quel but ce tour du monde ? D'abord parce que la France, qui est encore, malgré tout ce qu'a pu faire Macron pour que ça ne soit plus le cas, une puissance mondiale qui a des intérêts un peu partout dans le monde. Ce qu'elle fait est suivi un petit peu partout dans le monde, plus ou moins, beaucoup plus en Europe, plus aux États-Unis, et moins au Pakistan, au Bangladesh, en Thaïlande, ça c'est sûr. Donc j'ai cru devoir examiner la manière dont il a agi dans les différents continents. J'en ai profité pour faire, chaque fois, comme les gens ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe, je n'ai pas écrit pour les spécialistes de politique étrangère, j'ai écrit pour les étudiants comme vous, c'est-à-dire que, étudiants en géopolitique, j'ai chaque fois décrit rapidement, mais le plus clairement possible, le contexte dans lequel s'inscrivaient des actions éventuelles du président. Par exemple, si je traite de son action au Mali, il faut que j'explique quels sont les problèmes du Mali. Si je traite de son action ou son inaction en Océanie, il faut que je dise quelques mots de la présence
de la France dans l'Océanie, hein, ainsi de suite. Donc, je ne me risquerai, je ne prends pas beaucoup de risques en disant à tous les lecteurs potentiels qu'ils trouveront là un livre instructif. En effet, et il y a aussi quelque chose d'original dans ce livre, c'est que vous racontez plusieurs anecdotes piquantes. Oui, piquantes, mais pas forcément drôles, parce que ce n'est pas drôle de voir notre pays couvert de ridicule. C'est... Bon, quand il va aux États-Unis, et la première fois qu'il va aux États-Unis, Donald Trump pique une pellicule sur sa veste et enlève la pellicule et il dit il faut qu'un président soit impeccable. Bon, ça peut s'interpréter de manière différente. Ce n'est qu'une petite anecdote, mais c'est un geste un petit peu condescendant quand même. Quand il va aux obsèques de la reine Elisabeth, il va faire un petit peu de tourisme en basket dans les heures qui précèdent. Bon, il ne faut pas beaucoup de tact pour comprendre que ça ne se fait pas. Hein, que quand on va à des obsèques, on n'en profite pas pour faire du tourisme. Il y en aurait beaucoup, des frasques en Afrique, mais surtout certains discours à des chefs d'État africains qui sont au-delà de l'innommable, dans le mépris. Je n'hésite pas à dire dans le racisme. Parce que si on dit beaucoup que la France s'est mise l'Afrique à dos, mais c'est lui d'abord qui s'est mis l'Afrique à dos par son attitude vis-à-vis de gens qu'il ne comprend manifestement pas du tout. Alors, donc, je pense que le livre et la diplomatie c'est fait d'un incident comme ça. Ce que vous retenez dans les livres d'histoire, ce sont des anecdotes de ce genre. Mais j'ai voulu faire aussi un livre d'analyse, c'est-à-dire expliquer non seulement quelles ont été ses positions, mais quelle est la raison d'être de ces positions. Qu'on comprenne bien la logique qui se trouve derrière l'action du président Macron, qui reste le sujet de ce livre. Oui, il y a aussi donc il y a les positions, mais il y a aussi sa personnalité. Parce qu'on voit dans ce livre que vous êtes allé au-delà de la polémique pour tenter de comprendre la personnalité de Macron et sa pensée. Que pouvez-vous en dire ? Beaucoup de choses. Commençons par la pensée. Il est un adepte du mondialisme, c'est-à-dire des idées dominantes dans l'univers actuel, qui sont celles de la plupart des organisations internationales et de tous ceux qui dominent les États-Unis. Là, je me place avant l'élection de Trump. Trump, c'est toute chose. Et puis, tous les pays européens, ou presque tous les pays européens, à part la Hongrie et la Slovaquie, et puis tous les pays qui sont sous influence européenne, c'est-à-dire l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident. L'Occident est dirigé par des gens qui ont les mêmes idées. Alors, ces idées, on les connaît, on dit libérales, libertaires, mais elles visent à établir un État mondial, donc elles opèrent un travail d'usure contre les nations, contre les peuples, que lui-même a très bien opéré en France, parce que le pays, pour les mondialistes, le pays cible la forte tête. Vous savez, moi j'étais professeur, quand vous regardez pour la première fois la classe, vous en repérez un là-bas celui-là, ça doit être la forte tête de la classe. Et c'est celui qu'il ne va pas falloir manquer. Dans l'univers du mondialisme, la forte tête, c'est la France, parce qu'elle a une très ancienne tradition étatique, une civilisation très originale, puisqu'elle est mixte de beaucoup de choses, mixte de Celtes, de Germains, et puis de Romains, elle est mixte de nordique et de méridionale, elle est à la fois sur la Méditerranée, sur l'Atlantique, enfin, je ne vais pas vous décrire toute l'immense singularité de la civilisation française, et les filles de l'Église catholique et les filles de la Révolution française, et des Lumières, tout cela fait que, si les Français s'en rendent pas compte, le reste du monde s'en rend compte, pour le meilleur ou pour le pire, c'est que la France est un pays qu'il faut avoir à l'œil. Il
il faut avoir l'œil. Et si possible, auquel il faut rabattre le caquet, qu'il faut essayer aplanir dans sa singularité. Alors cette singularité, beaucoup de Français s'en rendent pas compte. Certains la détestent, notamment dans le monde anglo-saxon, mais l'immense majorité des pays de l'univers, au contraire, je veux dire, la salue et l'aime, l'apprécie. C'est la raison pour laquelle donc on a placé, ou des forces que j'ignore, ont réussi à placer, avec la sanction, hélas, du peuple français, un personnage qui n'entre pas du tout dans cette logique, qui est rigoureusement partisan d'une structure mondiale, et qui veut que la santé soit dirigée par l'OMS, qui veut que l'environnement soit dirigé par le GIEC, qui veut que l'agriculture et l'industrie soient dirigées par l'Organisation mondiale du commerce, ainsi de suite. Alors, on cherche en vain, j'ai cherché en vain, sur quel sujet il pouvait faire preuve d'originalité, de singularité. Y a-t-il un sujet sur lequel il se soit démarqué par rapport à tous ces conditionnements, sachant que tous ces conditionnements, ils convergent vers une structure exécutive, mais purement exécutive, qui est la Commission de Bruxelles. Et alors nous en arrivons à l'autre versant de sa personnalité, qui est le même exprimé différemment, c'est son adhésion à l'Europe supranationale. Je ne parle jamais de fédéralisme, parce que fédéralisme, c'est un mot tout à fait inexact. Supranational, centralisé, puisque de plus en plus de décisions se prennent au niveau central. Il a semblé avoir la religion, mais une religion au sens d'idéologie, pas au sens de choses sacrées, de l'Europe supranationale. Certains disent qu'il rêvait de la pousser tellement loin qu'ensuite il serait élu président de cette Europe. C'est peut-être un peu... Je ne pense pas qu'il ait poussé le manque de lucidité jusqu'à ce point-là, mais il a essayé de la faire avancer. Il a essayé de la faire avancer, d'abord avec sa complice Ursula von der Leyen, qui l'a mené partout avec lui, enfin partout au moins en Chine et en France, quand le président chinois est venu, comme pour montrer que la France était devenue l'Europe. Et ils ont réussi à faire rentrer la défense, le commerce des armes, qui était totalement exclu de l'Union européenne, dans l'Union européenne, la santé, avec un projet de texte aujourd'hui qui donne tout pouvoir à l'Organisation mondiale de la santé pour gérer tout ce qui se rapproche d'une épidémie. Et puis il a voulu aller plus loin en suscitant un emprunt européen. Ce que ses partenaires lui ont concédé à cause du Covid, parce que cet emprunt visait à remonter la pente après le terrible accident de parcours du Covid, pour lequel il s'est engagé à fond. Le Covid, ça fait partie de tout ça. C'est-à-dire, à aucun moment, il n'a apporté la moindre nuance aux plans qui ont été élaborés à l'international pour combattre l'épidémie dans les différents pays, et en France en particulier. Donc, il a obtenu qu'il y ait un emprunt européen, ce qui était interdit dans les textes. On l'a fait quand même. Vous savez, il y a des tas de choses qui sont interdites et qu'on fait. Aujourd'hui, par exemple, la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de créer de la monnaie, et d'en créer, parce qu'il faut apporter des liquidités à certains pays en grave difficulté, dont la France. Et là, il s'est heurté quand il a voulu aller plus loin. Quand il a pris la parole pour faire des discours spectaculaires sur l'Europe, on avait l'impression qu'il n'y avait que l'Europe, que la France n'existait plus, que les intérêts de la France, ça n'existait plus, ce qui me paraît une erreur sur la nature de l'Europe. L'Europe est régie par le principe de subsidiarité, qui signifie que les intérêts du tout n'écrasent pas les intérêts de la partie. C'est-à-dire que vous pouvez être partisan d'une certaine Europe sans pour autant vouloir démolir la France, et sans pour autant sacrifier d'aucune manière les intérêts de la France. Mais lui, non. Les intérêts de l'Europe passent avant les intérêts de la France, et la meilleure manière de
montrer qu'on était un bon Européen ou européiste, ça dépend comment on l'entend, c'est de sacrifier les intérêts de son pays. Il n'est pas le seul. Il y a dans l'autre fonction publique française, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Les agriculteurs qui ont manifesté aujourd'hui s'en rendent très certainement compte. Mais c'est absurde. C'est le premier devoir d'un chef d'État, c'est de défendre les intérêts de son propre pays. Et pour l'emprunt de 800 milliards qui a été décidé il y a 2 ans, ben la France, les pays du Nord voulaient pas trop payer, les pays du Sud voulaient recevoir le maximum, et un pays qui s'est sacrifié pour que tout ça marche, c'est la France qui va rembourser beaucoup plus que ses capacités ne le lui permettaient. Mais il n'ira pas plus loin parce que les pays riches d'Europe, qui s'appellent l'Allemagne, qui s'appellent la Finlande, les Pays-Bas, et la Suède, bien qu'elles ne soient pas dans l'euro, et le Danemark en font également partie, ils sont européens, ils sont pour l'Europe, ils sont pour l'OTAN, ça oui, ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer pour ce qu'ils appellent le club méditerranéen, les pays dont nous faisons partie maintenant, c'est-à-dire les pays dépensiers du sud de l'Europe. Et ça, on ne fera plus changer d'avis. Donc, on a permis, dans des circonstances exceptionnelles, à Macron de pousser ce projet d'emprunt européen, mais ces gens-là du nord de l'Europe disent on ne nous y prendra pas 2 fois. Parce qu'ils savent bien que beaucoup de ces pays du sud de l'Europe, et peut-être la France, risquent de faire faillite et que le remboursement leur retombe dessus. Donc ces ambitions européennes, c'est le centre de sa pensée, ça écrase toutes les formes d'intérêt français, et c'est une Europe très froide. C'est pas une Europe, c'est pas l'immense richesse de la civilisation européenne. Il a dit, il n'y a pas de civilisation française. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de civilisation européenne, parce que qu'est-ce que c'est que la civilisation européenne? C'est l'addition de la richesse considérable de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Angleterre, qui sont tous un patrimoine culturel absolument unique dans la surface de la Terre. Donc tout ça, visiblement, ils n'ont aucune sensibilité. Et donc c'est une Europe abstraite. C'est véritablement une équation, une espèce d'équation, A plus B plus C plus D, c'est-à-dire les différents pays d'Europe, égale 1. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Hein. Oui. Il part derrière, il y a le woke, ce qu'on appelle aux États-Unis le woke, qui a débordé ici, qui se traduit en matière de mœurs, par exemple, par non seulement les lois qu'il a faites pour mettre l'avortement de la Constitution, pour élargir les délais, pratiquement jusqu'à la naissance, pour promouvoir toute une série de... promouvoir, c'est quand même lui qui l'a fait, une éducation sexuelle basée sur cette théorie absolument fausse, qui est la théorie du genre, dans toutes les écoles, y compris les écoles primaires. C'est Macron qui l'a fait, c'est son ministre qui l'a fait peut-être, mais c'est Macron qui l'a fait, et ça depuis seulement 2 ans. Donc tout ça, ça fait partie, et ça n'est pas lui qui l'a inventé, c'est l'OMS qui l'a demandé. Et derrière l'OMS, il y a qui? Il y a Bill Gates. C'est-à-dire que toutes ces théories qu'on appelle woke, qui sont, quand un volet international, mais un volet national, quand on remonte, on trouve quelques grandes organisations, le GIEC, l'OMS, etc. Puis on remonte encore plus haut, on trouve une dizaine de milliardaires, hein, une dizaine de gens qui tiennent le monde. Je vous ai cité Bill Gates, et il y en a d'autres. Il y a une dimension nationale et une dimension internationale aussi. Et il s'est fâché avec la Pologne, qui est un partenaire historique de la France, au motif que la Pologne n'était pas très européenne, mais au motif aussi que la Pologne refusait d'autoriser très libéralement l'avortement. Et ça ne regarde pas. Ça regarde les Polonais, ça ne regarde pas la France. Mais il s'est rendu insupportable aux Polonais sur des sujets comme ça. Et pas qu'aux Polonais, parce que toute l'Europe de l'Est, tous les pays de l'Europe de l'Est qui ont été communistes, qui savent donc très bien
ce qu'est une structure supranationale. Ils ont vécu dessous de 1945 à 1990, pendant 45 ans, même s'ils ne l'avouent pas. Enfin, il y en a un qui l'avoue, c'est le président de la Hongrie, Orban, qui n'était pas vraiment un petit papier de Macron, mais les autres ne l'avouent pas. Ce sont des crypto-souverainistes. Crypto, ça veut dire que c'est caché, mais ils le sont. Donc Macron aura du mal à les faire rentrer, a eu du mal à les faire rentrer dans leur projet. Et il n'a pas caché une certaine animosité vis-à-vis d'eux, un certain mépris. Il est allé en Bulgarie, il a dit froidement aux Bulgares, je préfère avoir pour laver la vaisselle dans nos restaurants des Maliens plutôt que des Bulgares. Bon. Ça a créé un incident diplomatique. Les journaux français, comme d'habitude, n'en ont pas parlé, de tout ce qui pouvait porter atteinte à l'image de notre président bien-aimé, ça reste dans l'ombre. Et c'est dommage. C'est dommage aussi parce que la presse française, de manière quasi unanime, montrait au jour le jour un portrait plutôt positif de l'action de la France dans le monde, du prestige prétendu de Macron, alors que ceux qui circulent, ceux qui vont à l'étranger ou qui ont des amis à l'étranger, savent que son image s'est extrêmement dégradée, qu'au fil des ans, il n'est plus pris au sérieux par personne. C'est à force de... Et une des raisons fondamentales pour laquelle il n'est pas pris au sérieux, c'est qu'il ne défend pas son pays. Tout chef d'État, tout chef de gouvernement doit d'abord défendre son pays. C'est pas original. C'est une évidence pour pratiquement tous les chefs d'État du monde. Dès lors que quelqu'un ne le fait pas, il passe pour un type bizarre vis-à-vis des autres. Il n'est pas comme nous. Il est spécial. Pour lui, ce qui compte, c'est de faire progresser l'Union européenne. La désindustrialisation massive, il s'en fiche. La crise profonde que traverse le monde agricole, il s'en fiche. L'endettement croissant et véritablement abyssal de notre pays, il s'en fiche. On ne respecte sur la scène internationale que ceux qui défendent avec âpreté les intérêts de leur pays. Et même si ça se traduit par des clashs, ils sont respectés. Et pour ça, mais pour de bien d'autres raisons, Macron n'est plus respecté dans le monde, et je crois tout de même que les chefs d'État sont assez intelligents, les chefs d'État et le gouvernement sont assez intelligents, surtout hors d'Europe, parce qu'en Europe, il y en a quand même qui ne sont pas très forts, qui sont à peu près sur le même ligne que lui. Mais hors d'Europe, ils sont quand même conscients que la France est un peu plus que ça, quoi. Et même en Afrique, enfin en Afrique aussi, il y a beaucoup de pays dans le monde qui considèrent que Macron c'est pas la France, que Macron c'est pas la France, et que la France c'est potentiellement quelque chose. Vous voyez, le président chinois fait l'honneur de venir en France, alors qu'il va dans 3 pays, la Hongrie et la Serbie, qui sont des alliés pour la Chine, qui sont des amis en tous les cas. C'est des tout petits pays, la Hongrie c'est petit. Et puis il vient en France. Il ne va pas en Angleterre, il ne va pas en Allemagne, il vient en France. Et puis pourquoi la France? C'est pas la politique de Macron, qui est complètement alignée sur les États-Unis et que les Chinois ne peuvent pas aimer. Mais c'est qu'ils se disent qu'il faut planter il faut poser des pions pour l'avenir, parce que la France est capable d'un peu plus que ça. On attend. Et déjà, on considère non pas la France telle qu'elle est avec Macron, mais telle qu'elle devrait être, vu son histoire, vu son génie, vu son passé, vu l'héritage de quelqu'un comme le général de Gaulle, qui a un immense prestige dans le monde, même dans le monde anglo-saxon, où il avait pourtant été très combattu. Et, quelque part, l'ombre du commandeur rattrape un petit peu dans l'image que donne la France, rattrape les frasques absolument incroyables du président actuel.
Vous accordez également beaucoup d'importance, une importance particulière à l'Afrique. Pourquoi Oui, pourquoi il y a pas mal de... Il y a un chapitre entier un petit peu long consacré à l'Afrique, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les relations de la France et de l'Afrique, au moins l'ancienne Afrique française, qui représente de nombreux pays, 25 je crois, et elles pèsent dans la politique étrangère, puis ces pays font partie de la francophonie, qui est encore un élément très spécifique. C'est aussi l'endroit où Macron avait la marge de manœuvre la plus grande, pas totale, mais la plus grande quand même. Il est évident qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre sur les questions de l'Ukraine, par exemple. Là, il était conduit à suivre les décisions des États-Unis et de l'OTAN. Pour l'Afrique, on laisse un peu faire les Français, quoi. On laisse un peu faire les Français. Et puis c'est là qu'il a connu, donc il avait les coulées franches, et c'est là qu'il a commis les erreurs les plus graves, puisque nous avons été mis à la porte par trois pays qui sont des amis traditionnels de la France, qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et très mal considérés par d'autres, comme la Guinée, qui a reçu un coup d'État récemment. En Centrafrique, notre présence s'est beaucoup affaiblie. Et puis, quand vous regardez la manière dont il a parlé aux Africains, on en a honte. Il a fait un voyage à Kinshasa. Bon, Kinshasa, ça s'appelait autrefois Léopoldville. C'est la capitale d'un des plus grands pays d'Afrique, qui a presque 100 millions d'habitants, qui est le deuxième pays francophone du monde. C'est un peu théorique, mais ça va devenir pratique, parce que la langue officielle, c'est le français. C'était une colonie belge. Et cette langue se répand dans le peuple, peu à peu, peu à peu, peu à peu. D'ici 20 ans, tout le monde parlera le français, ça qui fera 100 millions de francophones. Et visiblement, il n'aime pas. En plus, c'est un pays où on aimerait plutôt la France, parce que les Belges n'ont pas laissé un souvenir extraordinaire. Les Congolais attendent un petit peu plus de notre pays. Il a fait un discours, mais qui est d'une morgue, d'un mépris. J'ai mis d'ailleurs la référence dans mon livre en note de ce discours, mais ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'il s'est lâché en Afrique. Il s'est lâché sur des plans que je n'évoquerai pas, mais aussi sur le plan de son mépris. Mépris pour les hommes en général, mépris pour les Africains en particulier. Il s'est cru permis de faire des plaisanteries qu'on ne se permettrait pas avec d'autres Européens, a fortiori avec des Chinois, des Japonais, des Américains, bien entendu, parce que à côté de ça, les relations avec les Américains, les relations ont été très bonnes, ont été très bonnes, parce que quand vous avez deux partenaires dont l'un obéit à l'autre, eh bien, il n'y a pas de conflit, on n'a pas de conflit. Il a été parfaitement aligné sur les États-Unis. Et là où il n'avait pas l'air d'être aligné, on en parlera si vous le voulez, comme par exemple l'affaire de la Grèce, en réalité, c'était avec l'accord des États-Unis. Moi j'étais très content, ça fait partie des bonnes choses qu'il a faites, il y en a quand même quelques-unes. Quand la Grèce, amie historique de la France, a été menacée par la Turquie, par Erdogan, qui a voulu faire le fort, et bien la France a envoyé un bâtiment de guerre et des avions pour montrer à Erdogan qu'il ne fallait pas qu'il touche à la Grèce. Et comme nos avions sont meilleurs que les avions turcs, parce que les Turcs n'ont que des avions américains, donc ça permettait. Mais je suis sûr qu'il l'a fait avec l'accord des États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ménagent la Turquie, donc ne voulaient pas se mettre en avant dans cette affaire-là. Donc les rares écarts que vous voyez dans sa diplomatie, en réalité, ce sont des écarts qui sont calculés et avec l'autorisation du grand chef, du grand patron qui est à Washington ou ailleurs. Donc votre question, c'était, oui, pourquoi l'Afrique ?
Enfin, un des principaux motifs de son désaccord, il y a deux motifs principaux. Sur le terrain militaire, il y a des populations nomades du Nord qui ont adhéré à l'islamisme, mais qui ne sont pas d'abord islamistes, qui sont d'abord nationalistes ou régionalistes, qui avaient envahi en 2012 au Mali, qui avançait vers la capitale, et la France a envoyé des soldats pour arrêter cette progression. Ça s'est traduit par un succès militaire. Et quand Hollande, qui pourtant avait été très réticent à intervenir, est allé à Bamako dans les semaines qui ont suivi, il a été accueilli en triomphateur, en bienfaiteur. Et puis nous avions gagné la guerre, nous n'avons pas su gagner la paix, ça c'est avant Macron, mais ça a beaucoup aggravé avec lui. Et le résultat, c'est que ces pays, je ne vais pas entrer dans le détail de cette politique africaine, mais vous comprenez que quand les gens qui sont chargés d'étudier, faire des rapports sur l'Afrique, n'ont pas le droit de prononcer le mot tribu parce que c'est politiquement incorrect, vous imaginez bien qu'il n'est pas facile d'expliquer ce qui se passe exactement sur le terrain. Sur le terrain. Alors c'est un échec retentissant, je pense que c'est un échec de Macron, que c'est pas un échec de la France, que c'est rattrapable parce qu'ils ont fait venir les Russes à la place et les Russes, ils s'aperçoivent très vite que les Russes ne sont pas forcément meilleurs que les Français, ils se sont, y compris sur le plan militaire. Mais il y a deux autres sujets de contentieux. Le premier, c'est la démocratie formelle. Après les indépendances, on avait toléré, d'abord au nom du principe de non-ingérence, qui fait partie des Nations Unies et qui est violé tous les jours, qui fait qu'on ne s'occupe pas de la manière dont les autres pays se gouvernent, même s'il s'agit de petits pays dans notre mouvance. On avait toléré plusieurs dizaines de coups d'État, où des gouvernements élus, mais élus avec des tricheries, avec peu légitimes, étaient remplacés par des militaires, enfin des gouvernements militaires. Ça ne changeait pas grand-chose. Le général qui avait pris le pouvoir, il allait voir Focard à l'Élysée, dont on signait un accord de coopération, puis ça commençait comment? C'était pas dramatique. C'était pas dramatique. Mais au fur et à mesure que la démocratie décline en Occident, en France aujourd'hui, nous avons quand même celle qui est pratiquement le chef de l'opposition, qui est Marine Le Pen, je veux dire, qui poursuit en justice de manière absolument pour des affaires très très secondaires. Si ça arrivait dans un pays d'Afrique, on dirait que ces pays violent les droits de l'homme, pratiquent l'arbitraire, etc. La preuve, on emprisonne ou on condamne, ou on menace ou on condamne le chef d'opposition. Et nous, ça nous arrive. À nous, mais ça ne nous empêche pas, ça n'empêche pas M. Macron d'aller donner la leçon et de n'accepter que les chefs d'État qui sont élus à la suite d'un processus électoral régulier. Alors, régulier, ça veut dire que les tricheries ne sont pas visibles, quoi, mais qui sont, elles sont déjà insuffisantes dans des pays comme les États-Unis, elles sont encore plus considérables dans les pays africains. Alors, refuser les coups d'État militaires, ce qui ne nous regarde pas, eh bien, on se met à dos le Niger, par exemple. Le Niger, il y avait une querelle personnelle entre deux généraux, l'un qui était au pouvoir, l'autre qui voulait le prendre, et qui l'a pris. Écoutez, au lieu de laisser faire, Macron, il est allé faire un discours d'une arrogance, comme il croyait que les gouverneurs des colonies parlaient aux colonies, mais pas du tout. Les gouverneurs des colonies étaient infiniment plus respectueux des chefs africains que Macron ne l'a été à Kinshasa ou au Niger, capitale du Niger, ou même à Bamako. Cette affaire de modalité de désignation des chefs, après tout,
les peuples africains sont généralement très contents quand il y a un coup d'État. Ils croient que ça va être mieux. C'est pas forcément mieux, mais c'est généralement pas plus mal. Et puis l'autre, c'est la volonté à tout prix. C'est la politique de l'Europe. L'Europe n'ayant plus d'intérêt propre, ou en tout cas Macron n'ayant plus d'intérêt propre, qu'est-ce qu'on fait? On fait la propagande pour nos valeurs. On veut donner l'exemple au reste du monde, et en particulier sur des sujets qui heurtent beaucoup les Africains, comme les droits dits LGBT. La France, comme d'autres pays, comme l'Union européenne, bien entendu, qui ont brandi sur leurs ambassades le drapeau arc-en-ciel, font des inspections, des rappels à l'ordre quand les droits LGBT ne sont pas respectés dans tel ou tel pays. Pour certains pays africains, c'est difficile parce que le mot homosexuel n'existe pas dans la plupart des lignes, des langues tribales africaines. Donc, n'empêche que ça les humilie profondément. Ils ont vraiment l'impression qu'on plonge dans leur intimité, qu'on se mêle de ce qui ne nous regarde pas, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan privé. Et Macron, il n'a pas été le dernier. Hein. Il a même nommé un ambassadeur extraordinaire pour aller s'occuper de ça. Au Cameroun, cet ambassadeur n'a pas eu le droit de descendre sur le tarmac, parce que la plupart de ces pays ne se sont pas laissés faire. N'empêche que ça aigrit les relations de l'Occident en général, de la France en particulier, avec une grande partie de l'Afrique. Et donc, ce que disent tous les journaux, c'est la fin de la France-Afrique. La France a perdu toutes ses positions en Afrique. C'est en partie vrai, parce qu'il y a 4 ou 5 pays avec lesquels nous avons de bonnes relations. Hein, et puis, ça peut changer. J'ai même vu récemment qu'au Mali, ils commençaient déjà à être déçus des Russes. Bon, c'est pas, il reste que le comportement de M. Macron a été inadmissible. Alors, je ne parle pas de sa propension de la propension extraordinaire qu'il a sienne à faire des repentances même là où il n'y a pas lieu. Bon, en Algérie, il est allé plusieurs fois en espérant se mettre bien avec eux en faisant repentance pour les soi-disant crimes contre l'humanité. C'est lui qui a employé cette expression commise par la France dans ce pays. C'était la guerre, mais ce n'était pas des crimes contre l'humanité, en tout cas pas pire que ce qu'on a fait des deux côtés. Même un grand pays ne s'excuse pas. Je suis désolé, un grand pays ne se repent pas. Il n'y a que la France qui fait ça aujourd'hui. Et alors, et puis au Rwanda, qui est un tout petit pays dont personne ne devrait parler, s'il n'y avait pas eu des massacres abominables, mais ces massacres abominables, c'est un pays où c'est pas deux tribus, hein, c'était la noblesse et le tiers-état qui se sont... le tiers-état c'était le peuple, les Hutus, et la noblesse c'était les Tutsis. Bon, ces massacres abominables, le principal responsable, je ne dis pas auteur, mais responsable, c'est l'actuel président qui est en place depuis 25 ans, qui s'appelle Paul Kagame, et qui a insulté la France en lui faisant croire à l'opinion mondiale et à l'opinion française que la France était complice de génocide, ce qui est un mensonge absolu. Eh bien, M. Macron s'est entiché de Paul Kagame, il allait aussi faire des repentances, il se ridiculise, il ridiculise notre pays. Alors, voilà, c'est des choses... Alors, pour le reste du monde, j'en ai parlé aussi. Hein. Oui, je vous laisse oui. continuer. Justement, le reste du monde, vous parlez aussi des points chauds que vous regroupez sous le titre de Au bord du gouffre. Oui. Vous parlez notamment de la Russie et du Proche-Orient. Au bord du gouffre, c'est pas Macron qui est au bord du gouffre, c'est le monde, avec un risque de guerre mondiale qui est très sérieux. On peut le dire, on pensait que l'élection de Trump, qui n'a pas caché sa volonté de faire la paix, au moins en Ukraine, l'élection de Trump allait calmer le jeu, mais pas du tout. Il ne prend le pouvoir que dans 2 ans. Et M. Biden, ou les gens qui décident à sa place, parce que vous savez bien dans quel état il est, ont annoncé hier qu'ils allaient autoriser le gouvernement de l'Ukraine d'envoyer des fusées à l'intérieur, très profond à l'intérieur du territoire russe. Ce qui quand même n'est pas n'importe quelle fusée. C'est extrêmement dangereux, parce que
le président Zelensky n'est pas capable par lui-même, il peut bien peut-être tirer des fusées, mais pour les guider, il faut toute la technologie occidentale, celle de l'OTAN, surtout celle des États-Unis. Donc ça, c'est très inquiétant. Alors, la position de Macron, elle a été d'un suivisme assez lamentable, parce que si vous voyez, il y avait une vocation de la France qui s'est exprimée glorieusement avec le général de Gaulle. Non pas de jouer les médiateurs ou d'être à mi-chemin ou d'être neutre, c'est pas du tout le genre de la tradition française de la neutralité, mais c'est d'être suffisamment distant, pas équidistant, mais distant par rapport aux deux parties quand il y a un grand conflit, pour pouvoir servir d'intermédiaire, jouer les bons offices, essayer de rapprocher les points de vue. Et on peut dire hélas que depuis au moins une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la France a cessé d'avoir ce souci. Elle s'est rangée unilatéralement du côté des États-Unis. Ça commence avec Sarkozy, dans à peu près tous les conflits. Et encore, Sarkozy avait une liberté d'action. Quand par exemple il a vendu des frégates à la Russie, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc la France ayant abandonné déjà avec ses prédécesseurs, mais surtout et particulièrement avec Macron, sa position, j'allais dire, de surplomb des conflits en cours, elle n'a plus rien à dire. Sinon, et puis personne ne s'intéresse à elle. Vous savez, quand vous avez le domestique qui obéit au patron, il suffit d'avoir entendu le patron, vous n'avez pas besoin d'écouter le domestique. Sauf quand il fait un écart. Ce qui est arrivé récemment sur le Proche-Orient. Là, déjà, on s'est intéressé un petit peu plus à ce que disait Macron. Mais ça ne va pas très loin, ça reste très prudent. Et je n'hésite pas à dire que la France et l'Europe, parce que les positions politiques de l'Europe dans son ensemble, elles ressemblaient, en tous les cas au Proche-Orient, à celles de la France. C'était encore une fois pas la neutralité, mais c'était du recul. Et l'alignement de la France et de l'Europe font que nous portons une responsabilité dans ces conflits. Et je pense que si au Proche-Orient en tous les cas, si la France avait continué son rôle traditionnel, avait soutenu le processus d'Oslo, qui était fondé sur l'idée de deux États, qui est toujours la position de la France et de l'ONU et même des États-Unis, mais qui semble très très loin de la réalité. Si la France avait joué un jeu complexe, parce que la diplomatie c'est complexe, si on n'est pas complexe, si on n'a pas le sens de la complexité, on ne peut pas faire de la diplomatie. Eh bien, peut-être que ces conflits n'auraient pas éclaté. L'Europe joue un rôle, et au sein de l'Europe, la France joue un rôle particulier, et en particulier dans ces zones de tension. Je dirais la même chose pour l'Ukraine. Il y avait des choses à arranger entre l'Ukraine et l'OTAN, et ces choses n'ont pas été traitées ni arrangées comme on aurait dû le faire, et comme Macron aurait dû le faire. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais quand vous avez déjà parlé de ce recul de la place de la France diplomatiquement, mais qu'entendez-vous par grand déclassement ? C'est que nous devenons un pays comme les autres, nous rétrécissons. Un de mes amis avait écrit un livre qui s'appelait « La France rétrécie en plus grand ». En plus grand, ça voulait dire qu'elle devenait l'Europe, et rétrécie parce qu'elle cessait d'exister, de peser. Elle cesse de peser, c'est-à-dire que quand le représentant de la France parle, les gens n'écoutent pas. Quand Macron est dans une conférence internationale, je ne suis pas sûr qu'on l'écoute beaucoup. Mais c'est pas que Macron, c'est notre capacité d'infléchir le destin pour nos intérêts, de défendre nos intérêts. Par exemple, quand l'Union européenne ouvre
les portes de l'Europe aux produits agricoles ukrainiens, qui sont 2 fois moins chers que les nôtres. Les Ukrainiens ont bien le droit de vendre leurs produits, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'autres clients dans le monde. En Europe, ils déstabilisent complètement la profession agricole. Et il fallait que M. Macron tape des poings sur la table pour dire non, les produits ukrainiens, on fait des tout petits contingents, mais pas plus. Alors, votre question est. Donc, il y avait 5. La France est un pays de 68 millions d'habitants, ce qui est déjà pas mal, parce que nous avons grossi au fil des ans, en comptant les 2 ou 3 millions qui sont outre-mer. Nous avons un certain nombre de caractéristiques qui font que nous avons certains attributs de la grande puissance, que beaucoup nous envient, nous jalousent, et qu'il faut conserver à tout prix. Premier, je ne prends pas dans l'ordre, notre influence en Afrique, spécifique. Bon, on l'a perdu. En tout cas, elle s'est bien amoindrie. On est perdu dans le ridicule. La francophonie. Vous pensez que M. Macron a été vicieux au point de nommer l'adjointe du président Kagame, que j'évoquais tout à l'heure, qui a transformé son pays de pays francophone en pays anglophone. Il nomme sa ministre des Affaires étrangères à la tête de la francophonie. C'est vraiment il y a une espèce de perversité là-dedans. La francophonie, c'est quelque chose dans le monde. Le siège au Conseil de sécurité. La France a signé un traité avec l'Allemagne où elle s'engage à obtenir que l'Allemagne, agir pour que l'Allemagne ait un siège de membre permanent au Conseil de sécurité, avec droit de veto. Ils n'auront jamais. L'Allemagne n'aura jamais, parce qu'il a 2 ennemis, enfin 2 pays qui s'y opposeront toujours, c'est les États-Unis et la Russie. Donc ils ne se souviennent qu'en 1945, il l'avait entre les deux. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Il a co-présidé avec les Allemands, parce que les Allemands, ils font partie de la tournante qui fait que de temps en temps, ils sont au Conseil de sécurité. Et là, ils se partageaient la chaise. C'est un aveu de faiblesse. Tout le reste du monde a dit, tiens, mais la France, au lieu de garder son privilège, elle le partage avec l'Allemagne, sans doute, elle se sent forcée de le faire. Bon. Vous avez la bombe nucléaire. Nous sommes partis du club nucléaire, qui comprend officiellement 5 pays, puis en réalité 3 ou 4 autres qui ne sont pas officiels. Bon, écoutez, il est allé dire à plusieurs fois aux Allemands qu'il allait la partager avec eux. Là aussi, il n'en est pas question pour la raison que je viens de dire. Mais les Allemands le voudraient. Il y a une partie de l'opinion allemande qui le voudrait. C'est que peut-être il est un jour, dans un autre contexte, ça n'est pas à exclure. Mais c'est pas la France à pousser, c'est pas Macron à pousser. Ou alors il veut faire de cette force nucléaire une force européenne, ce qui n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait un pays avec son chef qui ait le seul droit de décider, sinon ça n'a aucun sens. Nous avons encore des éléments de prestige. Nous avons la zone maritime exclusive. Enfin, nos territoires d'outre-mer, qui s'appelaient autrefois les DOM et les TOM, qui s'appellent maintenant les ROM et les POM, parce que les régions d'outre-mer et les pays d'outre-mer, nos pays d'outre-mer, ce sont des petits territoires, mais ils ont une immense domaine maritime. Depuis que l'ONU a décidé que les pays pouvaient considérer comme leur zone économique exclusive tous les territoires, toute la partie de l'océan qui se trouve à moins de 300 000 marins autour de... Comme nous savons de ces petits territoires un peu partout, certains non habités, comme les Kerguelen, nous avons en définitive le deuxième domaine
maritime exclusif, la zone économique exclusive du monde, après les États-Unis, et juste après les États-Unis. C'est un élément de prestige, sinon de puissance. On ne les utilise pas beaucoup, ces territoires. Enfin, il y a des pêcheurs de la Réunion qui vont aux îles Kerguelen régulièrement, mais il y a aussi des bateaux étrangers, les Américains par exemple, qui ne reconnaissent pas ces dispositions de l'ONU. Je n'aime pas pourquoi les pêcher dans le territoire du Pacifique. Alors, si vous prenez la Polynésie, la zone économique exclusive de la France dans le Pacifique, c'est aussi grand que l'Europe. On est compte, aussi grand que l'Europe. Ben, lui s'en fiche. Avec la Nouvelle-Calédonie, il y a eu des émeutes, il y a encore une grande instabilité. On a véritablement l'impression que c'était le dernier de ses soucis. Il est allé en coup de vent. Il n'a pris aucune disposition, aucune décision. Il fait partie de ces Français qui se disent, si on se débarrassait de ces territoires, ça ne serait pas plus mal. Bon, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Il y a quand même les 2/3 des habitants de Nouvelle-Calédonie qui ne veulent pas d'indépendance. Et puis il y a surtout les puissances anglo-saxonnes ne veulent pas non plus. États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, parce que les Kanaks ont déjà établi des relations avec la Chine, donc ils n'ont pas envie qu'il y ait un État, que si la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, ça devienne un port d'attache chinois. Hein, donc on peut être un peu rassuré sur ce plan-là, mais la situation peut dégénérer. Il n'y a pas, et sur place, ils ont véritablement l'impression qu'à Paris, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Donc vous prenez les cinq choses qui font que l'Europe n'est pas un pays comme les autres, est un pays important sur la scène internationale. Macron donne l'impression de l'avoir voulu les détruire tous, ces avantages. Et il va arriver. Il n'est pas arrivé. Mais enfin, ça indique une direction. Alors, pourquoi? Vous m'aviez posé la question de savoir si je parlais de sa psychologie. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu moins, mais enfin, on va arrêter bientôt. Mais je n'ai pas donné la vraie réponse. Est-ce qu'il a une vieille hargne contre son pays natal, comme certains ont une rancœur contre leurs parents? Est-ce qu'il est un homme porté vers le mal? Le mal, quand on est chef de la France, c'est faire du mal à la France. Hein, fille aînée de l'Église, ou autre chose. Est-ce que c'est la pure idéologie? C'est-à-dire qu'il était un idéologue, comme les marxistes étaient des idéologues, c'est-à-dire cette théorie très cohérente, comme quoi le monde doit être politiquement unifié, et que le libre-échange doit être total, les traditions françaises, les principes moraux des différents pays doivent être impitoyablement piétinés, progressivement laminés, pour n'avoir plus qu'une masse de citoyens du monde, une masse liquide, comme on dit, ce sera des particules où rien de solide ne se distingue. C'est-à-dire ce sera comme des grains, comme de la graine, des gens qui n'ont pas de culture, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui n'ont pas de patrie, qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas de famille, destruction de la famille. Il y a des gens qui voient le monde comme ça. Hein, et bien entendu, ça faciliterait l'action d'un pouvoir mondial que de transformer progressivement les pays en quelque chose de fongible, totalement fongible, où l'individu n'existe. On dit que ça serait l'individualisme, oui, parce qu'il ne se rattacherait à rien, mais ça ne serait pas l'individualisme, parce qu'il n'aurait plus aucun caractère qui les distinguerait les uns des autres. Cette philosophie, elle existe, c'est incontestablement celle de Macron. Est-ce que ça explique tout? Je ne sais pas. Mais l'idéologie est très puissante, c'est un facteur très très puissant, et j'aurais aimé voir sur un sujet particulier, y compris et surtout en politique intérieure, un point sur lequel
apparaîtrait un tempérament personnel, une expérience personnelle, une histoire personnelle, etc. Rien, rien, rien. Il est le déroulé de cette idéologie mondialiste, et il ne s'en distingue nullement. C'est la raison pour laquelle ça explique très très largement son comportement depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 2017, avec des premiers ministres et des ministres des Affaires étrangères qui ne l'ont pas contredit sur ces sujets-là. Eh bien, il faut espérer que cette direction sera changée avec, ou plus probablement sans lui. Et il faudra que la France redevienne ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un pays qui défend sa position dans le monde. Et pour défendre sa position dans le monde, la première chose à faire, c'est de défendre le peuple français. Parce qu'un État qui défend son peuple, un chef d'État qui défend son peuple, quoi qu'il arrive, il est forcément respecté. Et les derniers Jeux Olympiques ont montré l'indignation quasi universelle vis-à-vis du spectacle très macronien d'ouverture des Jeux Olympiques, qui était du blasphème de toutes les convictions, de tous les... je dis bien toutes les convictions, hein. Il paraît que Erdogan a téléphoné au pape pour lui faire part de son indignation. Le roi du Maroc a éteint le poste au bout de 5 minutes, a interdit à tous les Marocains de regarder ça. Enfin, cette indignation était fondée, c'était un spectacle typiquement macronien, un produit typique de sa manière de faire, mais le fait que tant de pays en aient été choqués, indignés, ça prouvait que la France, pour eux, c'est autre chose. Hein, ça prouvait un intérêt pour la France, de même que quand Notre-Dame a brûlé, il y a eu une émotion dans le monde à ce sujet-là. Alors, ça nous permet d'espérer. Et c'est sur cette idée-là que je termine d'ailleurs le livre, l'espérance, qui était si importante pour le général de Gaulle. Je voudrais juste revenir sur l'importance de défendre son peuple comme première action pour défendre ses intérêts. Est-ce que le corps diplomatique ne participe pas aussi de cette défense des intérêts? Est-ce que la suppression du corps diplomatique ne participe pas du déclassement? Bien sûr, je vous remercie de poser cette question. Bien sûr, dès lors qu'il n'y a pas la France, si elle existe encore, elle ne devrait plus exister. La vocation de se fondre dans l'Europe, et l'Europe va se fondre dans le monde, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que l'Europe ça existe. L'Europe, c'est la première marche pour arriver à l'État universel. Il n'y a pas de spécificité. Macron a dit le contraire, quelquefois il parle d'une Europe souveraine, etc. Mais tout ce qu'il fait montre que pour lui, l'Europe n'est pas souveraine. Alors, si nous n'avons plus d'intérêt à défendre, on n'a pas besoin de corps diplomatique, en effet, puisque le corps diplomatique, il sert à relayer le gouvernement français pour défendre, dans les 180 ou 190 pays qui composent la planète, les intérêts de la France. On n'avons pas 190 ambassades, nous en avons quand même beaucoup plus que la plupart des autres pays. Et bien sûr, on ne voit pas. Et il n'y a pas que ça. La destruction du corps préfectoral, la fermeture de l'ENA, qui, à certains égards, l'avait un peu mérité, puisque toute l'idéologie dont je parle, elle était devenue celle, non pas de tous les élèves, mais d'une majorité. Et puis d'autres symboles de ce genre, bien, ça montre que c'est dans la logique de quelqu'un pour qui la France n'est pas une réalité charnelle, n'est pas quelque chose qu'il faut défendre, est une réalité du passé en réalité, en fait, dans son esprit. Donc moi je pense qu'il faudra très très rapidement, dès que d'autres auront pris le pouvoir, quel qu'il soit, rétablir le corps diplomatique et le corps préfectoral. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre livre.
et qui est très intéressant puisque vous avez aussi une formation d'historien et on y voit aussi la rupture de la ligne, enfin de la ligne de Macron par rapport à l'histoire des... À l'histoire de la France. Ah, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup pour nous en avoir parlé. Merci Bérénice.